C'est très agréable de pouvoir présenter ce travail qui est effectivement, comme le disait Olivier, une des branches de mon arbre de recherche ces dernières années sur l'utilisation de la métaphore comme un outil de transport, ce que la métaphore est métaphoros, porter le sens au-delà. Je me sers de la métaphore comme un tapis volant pour circuler à l'intérieur des différents discours scientifiques sur la globalisation. Aujourd'hui, je vous présente donc un aspect de cette recherche qui porte sur le discours économique et notamment sur la genèse et la diffusion de cette métaphore de la liquidité dans le discours économique depuis la Renaissance, depuis les origines de cette discipline économique. Je commence par la fin. J'aborde ici cette métaphore de la liquidité qui a déjà fait l'objet d'un certain nombre de travaux d'économistes, mais pas simplement, d'anthropologues, de sociologues, d'historiens de la pensée, qui ont repéré l'importance des métaphores, et en particulier de la métaphore de la liquidité, pour décrire une série de phénomènes économiques, et en particulier pour décrire la richesse, les échanges, la monnaie, et que l'on va théoriser ou illustrer en utilisant des métaphores en lien avec le champ sémantique de la liquidité. Une des idées qui a présidé à cet axe de recherche, c'est l'idée que cette métaphore de la liquidité a un caractère hégémonique ces dernières décennies, que l'on peut repérer par la multiplication de l'occurrence dans toute une série d'univers linguistiques en rapport avec l'économie, que ce soit la presse financière, que ce soit les travaux de recherche des économistes, ou l'utilisation plus commune de dimensions théoriques ou pratiques de l'économie dans le langage populaire, par exemple, j'y reviendrai. Un ensemble de termes, de tropes, de syntagmes, de schémas narratifs sont employés dans la langue économique, et ils sont en lien avec un système métaphorique, un système sémantique qui utilise les matières aquatiques, les éléments marins, les fluides, dans toute une série d'acceptions hydrologiques, hydrauliques, maritimes, qui se combinent avec d'autres dimensions comme la thermodynamique ou encore la plomberie. Nous le verrons tout à l'heure. Je vais passer rapidement là-dessus, j'utilise la notion d'architecte qui a été développée par Gérard Genette il y a plusieurs années maintenant, qui me permet de relier ces éléments discursifs, ces éléments de langage, ces éléments de représentation, et des configurations socio-économiques, sociopolitiques qui ne sont pas habituellement reliées. Je peux aller des mots aux choses et des choses aux mots grâce à ce moyen de transport métaphorique et ces images que j'utilise. Dans le langage commun de l'économie, on trouve toute une série de formes nominales, verbales, en rapport avec l'élément aquatique et l'élément marin, l'élément liquide, les débits, les fonds, les dérivés, les versements, l'échange flottant. C'est vrai en français, c'est vrai en langue anglaise, cash flow, to float alone, mais aussi, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure, dans la langue argotique, pour parler de la corruption par exemple. On dit être mouillé dedans, trempé dedans, être arrosé, être éclaboussé, graisser la pâte, donc toute une série d'éléments qui sont dans ces niveaux de langue très, très différents. Dans le jargon expert, on utilise énormément, je vous montrerai un extrait d'une interview
d'un économiste assez connu en Europe, qui est un extrait quasiment caricatural par l'utilisation de ces formules. On utilise donc dans ce langage expert des économistes médiatiques, pour le dire vite, le registre de la plomberie. On va parler d'injection, on va parler de fluctuation, de stagnation, je vous montrerai tout à l'heure. Et on trouve aussi beaucoup dans la langue anglaise, et notamment dans la traduction, dans les stratégies de naming, soit des outils financiers, soit des acteurs financiers, c'est ce registre de la plomberie, de l'aquatique, avec des mots qui sont maintenant des mots communs du langage économique, qui sont les mots de pipe, tube, stream, pool, channel, etc., etc. Le dernier étage lexical de ma réflexion, qui porte plus sur la théorie économique, et en particulier les discours économiques contemporains, qui met en évidence la présence de toute une série de mots-clés de l'imaginaire du capitalisme contemporain, les termes de flux, de fluidification, de flexibilité, de circulation, d'écoulement, sont non seulement très présents dans les discours, mais ils sont au cœur des modèles de conquête de marché, de déploiement des dispositifs de vente, mais aussi de production, des plus grandes entreprises contemporaines. Amazon ne s'appelle pas ainsi pour rien, elle a utilisé la symbolique du plus grand fleuve du monde, mais on va retrouver au cœur des stratégies économiques d'entreprises comme Walmart ou Zara cette notion d'écoulement, l'écoulement de la marchandise, qui est très, très importante. Et je finirai sans doute en vous montrant quelques clichés qui montrent que ce langage économique communique avec d'autres univers thématiques dans lesquels la métaphore liquide a pris une importance très forte ces dernières décennies, notamment l'univers des technologies numériques. Vous savez que la rencontre entre le monde économique, le monde bancaire en particulier, et assurantiel, et les techniques numériques dans les années 70 a donné lieu à une transformation massive, très rapide, très puissante du monde économique et du monde tout court, avec la financiarisation qui est aussi une numérisation ou une digitalisation de l'économie. Et évidemment, dans le monde d'Internet, on navigue, on surfe, on a des ponts, des ports, des tubes, des channels, et ces deux univers métaphoriques communiquent très facilement. Ils sont même probablement jumelés dans les représentations. Je vais parler de deux choses. D'abord, je vais retracer rapidement une généalogie de cette notion de liquide, de ces notions de liquide et de liquidité dans la langue et la pensée économique. Et puis dans un deuxième temps, je changerai de corpus, quitterai le corpus de la théorie économique classique pour utiliser un corpus de presse financière assez divers. Vous verrez que j'utilise notamment pour détendre l'atmosphère un certain nombre de représentations graphiques, publicitaires, photographiques de cette liquidité dans le monde économique pour réfléchir aux effets de représentation de cette métaphore, pour montrer l'usage démultiplié de ces tropes liquides pour décrire proprement ce qu'on pourrait appeler la globalisation financière. Alors, avant d'être mathématisé, ce qui est le cas depuis une grosse cinquantaine d'années, mais de manière très accélérée depuis le tournant des années du millénaire, hein, entre la fin des années 90 et le début des années 2000, le discours économique est très modélisé, très mathématisé. Mais jusqu'alors, de son origine jusqu'à cette tendance à la mathématisation, le langage économique est d'abord un langage littéraire, une forme littéraire, voire morale. La plupart des grands économistes classiques s'expriment dans une langue non mathématisée.
Même quand la langue économique aujourd'hui est ultra modélisée, avec des équations très complexes qui demandent un savoir-faire mathématique important, pour communiquer entre économistes et pour communiquer du monde économique vers des mondes non spécialisés, on est obligé de retraduire ça dans un langage commun qui utilise à ce moment-là les capacités de synthèse, les capacités de persuasion que fournissent les métaphores, et en particulier les métaphores liquides. Et on trouve dans l'histoire de la pensée économique, tout comme dans l'expression de l'économie contemporaine, un ensemble d'associations, d'analogies, de comparaisons que l'on pourrait aussi considérer comme des fables, des schémas narratifs, des contes, des fictions. Vous en connaissez un certain nombre, j'en utiliserai quelques-unes, qui empruntent à une gamme de références liquides pour expliquer toute une série de mécanismes de production de la richesse, de fonctionnement des échanges. Vous allez le voir. Je laisserai de côté une partie du langage économique contemporain que notamment l'anthropologue Barré appelait ça des sabires, tout un ensemble de codes, d'acronymes, de techniques, d'images qui pourraient être utilisé pour mon propos, mais que je laisse de côté pour la simplification. Le registre liquide fait universellement image. On le retrouve dans la plupart des sociétés, et peu de sociétés peuvent fonctionner, même pas de société ne fonctionne sans le recours à l'eau pour la survie des individus, tout simplement. Et c'est particulièrement adapté pour rendre compte de tout ce qui coule, se déplace et change de forme. C'est les acceptions classiques du mot liquide dans le français du XIIIe siècle, qui est directement tiré du mot liquidus en latin, qui veut dire ce qui change de forme, qui coule, qui n'a pas de forme propre non plus, c'est le contenant qui donne la forme au contenu, et l'économie recourt à ces images pour rendre compte de manière simplifiée d'opérations qui sont complexes. Et cet aspect-là de traduction simplifiée d'unités de compte incommensurables ou intangibles est très important, rapporter des milliers de milliards à des quantités compréhensibles par les êtres humains, c'est une des fonctions de cette métaphore liquide. Mon hypothèse générale, c'est que ces métaphores qui sont aujourd'hui banalisées, conventionnelles, que l'on utilise sans penser que l'on utilise une métaphore, font système ensemble, et qu'elles sont l'enjeu d'une lutte sémantique entre des acteurs aux capitaux rhétoriques inégaux. Et je distingue de manière un peu schématique trois types d'acteurs. Des acteurs que je nomme corporels, des entités économiques, de grandes entreprises, par exemple, qui vont produire toute une série d'informations, de dispositifs, de discours sur l'économie. Des acteurs étatiques, qui eux aussi produisent des discours économiques plus autour de questions de régulation pour différentes raisons, et puis les sociétés civiles que je regroupe sous cette appellation un peu large, qui sont elles aussi productrices de discours, soit de réaction, soit de résistance, soit d'acceptation de ces discours. J'accélère un tout petit peu sur ce point. Je reviens très rapidement sur les significations de ces trois termes, liquide, liquidité, liquidation, donc un état ou un processus. C'est intéressant d'avoir ces deux dimensions en tête. Le passage dans la langue économique se fait autour du XIIIe, XIVe siècle, au moment où les Génois, les Florentins, les Vénitiens inventent la comptabilité en partie double, notamment les premiers processus bancaires, et on trouve le mot liquide important en droit,
et directement ensuite en économie, notamment avec comme signification le fait que si un bien est liquide, c'est que c'est un bien libre de dette, sans contestation, et plus largement, le mot liquide s'impose dans le vocabulaire européen comme le mot qui décrit l'argent qui est disponible immédiatement. C'est l'idée d'une disponibilité, d'une liberté que donne cette monnaie, cette fois-ci non pas dans son état solide, mais dans un état liquide, disponible, transformable, clair. Cette idée de clarification est très importante dans la pensée juridique et l'économie la conserve en partie. Hein, liquider une pension, c'est fixer son montant. Liquider une entreprise, mettre une entreprise en liquidation judiciaire, c'est non seulement clarifier, faire le calcul, fixer le montant de l'actif par rapport au passif, et le juge déclare qu'il met en écoulement accéléré les marchandises de manière à pouvoir récupérer de l'argent pour payer les créanciers. C'est l'idée d'un état transformable qui vient de la chimie. Et surtout, cette possibilité que l'on a, grâce au liquide, de l'argent liquide, de transformer cet argent en tout autre bien. Hein, on a conservé cette idée de l'absence de forme propre. L'argent liquide peut se transformer à volonté en tout autre bien. Ce que ne peuvent pas faire les biens une fois qu'ils sont solides, sous la forme d'une chaise, d'une table, d'une caméra, d'un ordinateur. L'argent liquide, lui, peut se transformer infiniment. Il y a d'autres sens qui gardent ou qui accentuent plus ou moins les significations étymologiques plus anciennes, notamment dans la finance d'entreprise, capacité à respecter des échanges de paiement, la finance de marché, où on verra pour certains théoriciens le sens de liquidité est très important dans la finance internationale, dans la finance de marché, c'est la capacité à vendre et acheter. Hein, une entreprise qui a des liquidités, c'est une entreprise qui est capable d'anticiper, de payer ses créanciers, d'acheter, de vendre, toutes sortes de choses. J'attire quand même une nouvelle fois votre attention sur la signification du terme liquidation, qui est importante, que l'on retrouve dans pas mal de disciplines, en philosophie, Adorno, en sociologie, Zygmunt Bauman vont s'attacher à cette notion de liquidation pour décrire les processus de transformation contemporaine. En droit commercial, c'est l'idée d'une dissolution d'une entreprise et de la vente de ses actifs. Les caisses de liquidation sont très importantes dans le système de bourse. Et notamment en anglais, la caisse de liquidation garde l'idée de clarté, de clarification. C'est vrai aussi pour les soldes, avec l'idée de clearance fund. J'avance un petit peu encore. Alors, je vous donne un certain nombre d'extraits. Je suis désolé, peut-être que c'est trop petit. Il faudrait que je grossisse un peu. Vous arrivez à lire? Je vais en lire quelques extraits. Je ne resterai pas trop. J'ai pris certaines... Pardon? Oui, c'est la question que je me posais. Alors... non, ça... Oui, d'accord. Super. Là, ici, s'il te plaît. Est-ce que c'est plus visible? C'est déjà beaucoup mieux. Et on se le remet là, c'est ça? Voilà. Merci beaucoup. C'est mieux? Oui, merci. Alors, Scipion de Gramont, qui est un auto-économiste de l'époque de Louis XIII, est le premier, à ma connaissance, à faire le lien entre la richesse, la monnaie, l'argent et le sang. L'argent est comme le sang et l'âme des hommes, et celui qui n'en a point chemine mort parmi les vivants. Hobbes est dans la même tradition, dans son Léviathan.
tout se passe comme si cette digestion de l'or de l'argent par monnaie était pour ainsi dire la circulation sanguine de l'État, car le sang naturel est pareillement fabriqué à partir des fruits de la terre, et en circulant, il nourrit ainsi tous les membres du corps humain. On a là une représentation de l'argent liquide comme étant le sang des hommes et des corps sociaux, et qui reste aujourd'hui dans toute une série de représentations, notamment dans les représentations liées au jeu d'argent, les représentations liées à la corruption. Je vous montrerai quelques images tout à l'heure. Et on a une autre école qui va s'intéresser plus à une autre forme de liquide pour construire son analogie, notamment l'idée de Grèce. William Petty, l'inventeur de l'économie moderne, c'est comme ça qu'on le considère parfois, dit dans ses écrits économiques, il n'est pas difficile non plus de substituer à la place de la monnaie or et argent ce qui devait lui être équivalent, car l'argent n'est que la graisse du corps politique qui en trop freine son agilité, tout comme trop peu le rend malade. William Petty était aussi médecin, et c'est intéressant, il était aussi constructeur de bateaux. Il a commencé sa vie comme mousse sur des navires dans la Manche, et William Petty va transposer en partie non pas la question de la circulation sanguine, qui est découverte à la même époque, mais l'idée simplement de la circulation, hein, qui permet de faire accepter l'idée de la fluidité économique par notamment des penseurs plus chrétiens qui sont un peu gênés par la question de la circulation sanguine. Je ne m'étends pas là-dessus. David Hume, avec son Price Flow Species, dit « L'argent n'est pas à proprement parler l'un des objets du commerce, mais seulement l'instrument dont les hommes ont convenu pour faciliter l'échange d'une marchandise contre une autre. Ce n'est pas une des roues du négoce, c'est l'huile qui rend le mouvement des roues plus doux et plus facile. » Par mauvais esprit, on peut rapprocher ça d'une formule d'un représentant du patronat français il y a quelques années qui disait que le fait de payer les syndicalistes, de corrompre les syndicalistes, c'était une manière de fluidifier les rapports sociaux. On garde cette idée d'une facilitation. On trouve d'autres modèles qui sont très parlants. L'opposition entre le marché et le ruissellement, on finira par le trickle-down effect, le célèbre trickle-down effect des libéraux. Turgot, dans l'article Foire de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, oppose la foire qui est considérée comme un lac, comme un étang, avec une eau stagnante, au marché, qui est présenté comme un ruisseau, qui permet de manière naturelle d'allouer les ressources. On va retrouver ça chez Locke, qui va retrouver ces modèles ou ces fables économiques autour de l'eau et des liquides chez toute une série d'économistes classiques. C'est Cournot, Jevons, Menger, avec les notions de débouché, de débit, de perte, de résidus, de dérivation, de barrage, de bottleneck, de vagues, d'assèchement, etc. On a la loi des débouchés chez Jean-Baptiste C, les lois du débit chez Cournot, et puis des exemples que je ne développe pas là, chez Jevons, l'idée du pêcheur de perles pour la valeur travail, notamment l'exemple de l'eau dans le désert pour la valeur d'usage, qui est très importante chez ces auteurs. On retrouve chez toute une série d'auteurs, chez Schumpeter, chez Vif, chez Pareto, on trouve ça chez Kondratiev, chez Minsky, le célèbre moment Minsky que l'on est censé vivre quasiment tous les jours maintenant, le moment où il n'y a plus suffisamment de liquidités, et c'est pour ça que la Banque fédérale américaine, la BCE européenne, injecte des liquidités tous les jours pour éviter ce moment Minsky d'affolement quand il n'y a plus suffisamment de liquidité. Et le champion de la liquidité en économie, c'est
John Keynes avec sa préférence pour la liquidité, que l'on pourrait interpréter de manière psychanalytique, avec une préférence presque spontanée pour les actifs convertibles immédiatement. Et toute une série de modèles proprement hydrologiques et hydrauliques qui ont été utilisés par Keynes et ses proches pour visualiser, pour réfléchir à la problématique de la liquidité dans le dispositif académique, à tel point qu'on a pu parler de keynésianisme hydraulique de manière un petit peu moqueuse. Je vous ai mis là quelques images de ces traductions possibles aujourd'hui qui lient, vous allez voir, le plus souvent le monde économique et le monde des réseaux sociaux numériques et des outils, des applications numériques, mais pas seulement. Vous allez voir que ça communique avec toute une série d'univers contemporains, les questions du tourisme, du thalassotropisme, l'attraction pour les loisirs maritimes, le yachting. Vous allez voir que là, c'est un peu la question des aléas classiques, le risque. Le risque d'être éclaboussé. Là, c'est une sorte de liaison, un peu à la Bauman dans son amour liquide, sur le phare, le yachting, le plaisir, c'est associé à toute une série d'images. Alors, j'en viens à mon deuxième point, et je suis à peu près dans les temps. Sur l'usage aujourd'hui de cette métaphore de manière totalement incontrôlée. Autant c'est utilisé de manière pédagogique, de manière raisonnée par ces théoriciens dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va utiliser une fable, une forme littéraire propre au conte pour mettre en simplifié et rendre compréhensible un mécanisme économique ou financier complexe. Autant là, ce très docte professeur d'économie belge qui s'appelle Bruno Coleman, c'est une petite interview que j'ai récupérée, une interview de 2015, j'en lis quelques passages. Il utilise une bonne vingtaine de métaphores et de mots en lien avec la métaphore liquide. Il s'agit d'irriguer l'économie avec de la monnaie créée de toutes pièces. La raison en est limpide. Je vous ai parlé de cette dimension de clarification tout à l'heure. L'inflation reste trop basse, la demande est stagnante. Le tarissement des flux, les injections monétaires se succèdent, les canaux bancaires, viscosité, on va utiliser toute une série d'états intermédiaires entre le solide et le gazeux, le plasmatique, le visqueux, peu importe. Les dettes publiques engorgent les bilans, le flux monétaire se tarit, on va assouplir, absorber, et bien sûr, je reviendrai à cette notion de bulle, et puis la coagulation, les circuits, l'érosion. Tout ça dans un interview qui fait deux ou trois pages. J'ai compressé, mais ce n'est pas un très gros texte. Et cet économiste, pour parler aux journalistes qui l'interviewent, va utiliser massivement ce système métaphorique du liquide. J'ai sélectionné trois ou quatre formes métaphoriques qui sont banalisées et j'ai essayé de comprendre d'où elles venaient et qu'est-ce qu'elles disent et je finirai par vous dire qu'est-ce qu'elles ne disent pas. C'est un peu petit, je vous synthétise l'idée générale. Cette image devenue classique depuis John Law et l'invention de la société par action, cette formule de la bulle. C'est une des métaphores les plus communément utilisées et les plus craintes de l'univers. Nous sommes toujours quelque part dans la production d'une bulle à l'insu des acteurs économiques et sous le risque de son éclatement éventuel. Cette idée qui a été utilisée pour décrire la crise de John Law, pas seulement, il y a simultanément deux crises en France et en Angleterre qui n'auront pas les mêmes conséquences.
la France développe avec John Law ce mode de société par action qui va mettre en circulation des parts de la société du Mississippi, qui était le grand fleuve de l'Empire américain des Français, quand les Anglais développent une crise aussi, une société par action, qui est la société des mers du Sud, tous les deux liés à la dimension maritime et fluviale de l'économie du XVIIIe siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette notion de bulle renvoie à toute une série de représentations. L'idée de fragilité, l'idée de dispositifs physiques. Hein, ce n'est pas autre chose qu'une création physique d'un phénomène, et on va pouvoir l'utiliser aussi dans des dimensions psychologiques. Je passe assez vite, et des collègues économistes et sociologues espagnols, González et Urena, ont écrit un beau texte sur cette formule de la bulle dans le marché immobilier, qui a touché très fortement l'Espagne dans la première décennie des années 2000, et qui s'interroge sur le fait qu'on n'ait pas utilisé, par exemple, le terme de cloque. La bulle, on ne peut pas véritablement intervenir dessus. Il y a un côté téléonomique de la bulle, hein, qui se crée de manière spontanée puis qui va éclater de manière certaine. Il y a une forme d'extériorité que sous-entend la bulle et de naturalisation du discours économique qui est très présente dans cette métaphore liquide, vous l'avez compris. Qui sous-entend le fait que les acteurs politiques, notamment, ne peuvent pas intervenir pour contrôler une bulle qui serait un phénomène naturel de l'échange économique et qui donc fait disparaître la dimension sociale des échanges, de la production, de la consommation, évidemment. Bon, j'ai collectionné un certain nombre de... Je vous renvoie à cette thèse d'anthropologie publiée en 2009 de ma collègue anthropologue Karen O, qui a écrit une ethnographie de Wall Street qui s'appelle Liquider, hein, qui montre bien que l'obsession du broker de base qui travaille à Manhattan, à Wall Street, est de transformer en matière liquide ce qui est solide. Des capitaux solides ne servent à rien pour quelqu'un qui travaille dans une grande banque, Goldman Sachs par exemple, et toute la stratégie de ce broker va être de liquider, de rendre liquide pour pouvoir le mettre en circulation, l'échanger, le vendre et le valoriser. J'ai parlé de ces théories du ruissellement qui sont liées à beaucoup de représentations sur les marais, et puis il y a toute une série de théories économiques que l'on retrouve dans plusieurs disciplines d'ailleurs, notamment la théorie de la percolation, que l'on retrouve dans les sciences migratoires, que l'on retrouve aussi dans les sciences informatiques. Je vous ai mis deux autres représentations. Ça, c'est une représentation populaire de la théorie du ruissellement, le trickle-down effect, hein, qui est assez parlante, assez thématique. Et ça, c'est je m'excuse de la qualité, mais c'est un de mes corpus. Je photographie beaucoup les messages dans la rue, les messages publicitaires, les tags, les affiches, les commentaires divers. Et vous ferez peut-être plus attention, après mon intervention, à ces formes de mise en scène des produits financiers, des produits assurantiels, qui sont très souvent liés à des univers liquides. Alors là, pour le coup, la retraite est un fleuve, un long fleuve tranquille. Hein, c'est très, voilà, on imagine un couple de personnes âgées dont la retraite a été prise en charge par cet acteur financier, Bright House Financial, et qui peut tranquillement faire du canoë. Ça pourrait se passer dans la région des Grands Lacs, aux États-Unis ou au Canada. J'ai encore 2 ou 3 minutes. Quelques affaires clairement
en lien avec la métaphore liquide, qui sont des scandales financiers et des scandales de circulation d'informations qui sont intéressants pour moi. Le scandale Clearstream, courant clair, dans lequel on voit qu'il y a à chaque fois une sorte de cohérence des inférences métaphoriques, où on va parler de pipe, de tube, d'évaporation. Clearstream, c'est une organisation des chambres de compensation qui s'est avérée à partir des années 2000 être en fait une structure d'évasion fiscale planétaire, plus ou moins autorisée par les acteurs de la régulation économique, qu'ils soient nationaux ou internationaux. On y retrouve un certain nombre d'acteurs clés de la mondialisation financière, les dark pools notamment, les bassins sombres dans lesquels s'échangent des produits dérivés à des vitesses toujours plus accélérées. On y parle de volatilité des marchés, de plongeon des bourses, de bail-out pour ces entreprises qui étaient too big to fail, mais qui ont fini par tomber, par se noyer, et à qui on a mis en place une ligne de vie comme sur les bateaux qui font naufrage. Et puis vous allez avoir toute une série de métaphores autour des pipeline trading systems, la millstream strategy, qui sont condamnés pour des trading à haute fréquence. Là, le registre liquide est plutôt lié à la fluidité, à la clarté, par les acteurs qui l'utilisent, destinés à fluidifier et à accélérer les échanges qui seraient bloqués par des dispositifs de régulation, par des acteurs officiels. Là, on peut accélérer et rendre plus difficile à contrôler ces échanges à l'intérieur des dark pools. Mais en fait, c'est exactement le contraire que ça fait. C'est pas une clarification, c'est une opacification des transactions. On est là dans les potentialités ambivalentes des métaphores, et notamment de la métaphore liquide. SwissLeaks, là, on est avec toute une série de offshore leaks, LuxLeaks, toute une série de fuites. La stratégie, le registre plombier de la fuite, qui est assez classique. La fuite qu'on retrouve chez les journalistes, elle est présente aussi dans ces dispositifs. Je crois que Soderbergh vient de sortir un film qui s'appelle The Laundromat, qui met en scène la crise des Panama Leaks avec le cabinet Fonseca, Mossack et Fonseca. Là, il n'est plus question de transparence, de liquidité des particuliers, avec une idée intéressante que développent les collègues qui font de la sémiotique, l'idée de sécrétion, le secret, la sécrétion. J'ai pas le temps de m'avancer là-dessus. Et dans l'affaire SwissLeaks, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à la fois du point de vue linguistique, mais aussi du point de vue des représentations esthétiques, toute une série de représentations autour de l'évasion fiscale. Le lessivage, le blanchissage, que l'on retrouve à la fois dans ces vocables journalistiques, mais aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la langue populaire, puisqu'on va être arrosé, éclaboussé, même le grand Alfred Jarry parlait de pompe à finance, de pompe à fric. C'est cette idée d'être à sec, essoré ou lessivé quand on est underwater position, comme disent les Américains. Les Panama Papers, je vous en ai parlé. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est en lien avec toutes les problématiques de tourisme, de yachting, de paradis fiscaux qui n'ont rien de paradisiaque, qui sont souvent des enfers sur Terre pour les à-côtés non visibles du dispositif d'attraction des grands comptes et des grands criminels du monde. C'est le collègue disparu récemment, John Ury, le sociologue britannique, qui dit dans son livre Offshoring, les paradis fiscaux sont des lieux d'évasion et de liberté, un paradis de taxes réduites, de fructification de la richesse, de déréglementation, de secrets et souvent de belles plages. Ce que ne dit pas cette métaphore des paradis papers ou des paradis fiscaux, c'est que les plus grands paradis fiscaux sont situés
dans les centres financiers des grands pays occidentaux. Le paradis fiscal par excellence, c'est la City de Londres, c'est Manhattan et Wall Street. C'est là-dedans que s'invente le savoir-faire de l'évasion fiscale et de l'offshoreisation, c'est-à-dire de la sortie des systèmes de régulation en droit social, en droit du travail, en droit environnemental, etc. Ce n'est pas simplement de l'optimisation fiscale, ce n'est pas que la dimension fiscale qui est importante, c'est aussi la sortie des dispositifs. Et les résidents de ces paradis fiscaux les paradis fiscaux en général, on les appelle quelquefois les golden fish bowls, le bocal des poissons d'or. Alors, qu'est-ce que dit et qu'est-ce que ne dit pas cette métaphore? Ce qu'elle dit, c'est d'abord tout simplement ce que dit l'étymologie de liquidus et de liquide, que ce soit en français, en latin, en anglais, peu importe, c'est-à-dire ça dit les propriétés chimiques du liquide, la possibilité de voir ses richesses se durcir, se consolider, ne plus circuler, ou au contraire d'être fluidifiées, liquéfiées, lixiviées, et de se mettre en circulation de plus en plus rapidement. Les qualités optiques aussi, les qualités de pureté, soit transparent et clair, soit opaque et sale, qu'il faudrait donc blanchir. Et puis les capacités de déplacement du liquide qui coule et change de forme, soit fluide en circulation, soit au contraire capté, retenu, détourné ou sujet à des fuites. Ce que met en scène quand cette métaphore est utilisée par les grands acteurs économiques, ce que met en scène la métaphore, c'est surtout l'incommensurabilité et l'intangibilité, l'incapacité à se représenter ce que représentent ces 80% de la richesse mondiale qui sont aujourd'hui des artifices, des calculs, des opérations mathématiques et qui ne sont pas concrètement consolidés dans de la richesse utilisable, produite par je ne sais quel artisan, je ne sais quel ouvrier, je ne sais quel penseur. C'est une métaphore qui a des vertus pédagogiques. Elle met en scène à la fois les états optimaux de l'économie, cette fluidité, cette circulation, cette flexibilité qui serait désirable. Elle ne dit pas, par contre, que la richesse est concentrée dans de moins en moins de mains, que les lieux de décision de cette activité économique mondialisée sont extrêmement concentrés dans quelques global cities dont parlait Saskia Sassen, que ce soit cet ensemble autour de New York, autour de Tokyo, autour de Francfort, de la City et de Paris pour le monde européen, et que cette richesse en circulation est extrêmement mal répartie. Elle est répartie de manière très asymétrique, beaucoup entre très peu de mains et très peu entre la plupart des autres humains. J'ai assez parlé, sauf pour vous dire qu'on pourrait imaginer qu'on retourne la liquidité en l'opposant. C'est ce que propose notamment notre collègue juriste français Alain Supiot en opposant la solidarité à la liquidité. Mais on pourrait aller un peu plus loin, comme le fait Julien Assange de manière explicite, c'est opposer la liquidité à la liquidité et systématiser cette stratégie de fuite, de mise en circulation des informations qui dénoncent ou qui montrent les malversations de ces acteurs économiques. Je m'en tiens là. C'est par exemple le juriste français Antoine Garabon qui montre qu'on pourrait, notamment grâce au droit, utiliser des stratégies liquides, notamment celles développées contre la piraterie au XVIIIe siècle pour contrer cette
liquidation de l'économie. Pour vous montrer, pour finir, la communication de ces métaphores dans différents univers, la présence de la métaphore aquatique chez Hewlett Packard ou chez Microsoft, en lien avec d'autres mots-clés, la créativité, par exemple, le côté thalassotropique dont je vous ai parlé. Là, c'est plus la corruption, c'est un dessin de presse dans un magazine indien que j'ai récupéré sur la corruption. Ça, c'est à propos des mouvements migratoires. Un peintre qui a repris le modèle de Guernica pour parler de la crise migratoire en Méditerranée, mais qui pourrait être en mer de Chine ou dans les Caraïbes, hein, puisqu'il y a des crises maritimes pour les migrations, et il y en a beaucoup, elles sont scénarisées de la même manière, même si elles ne représentent que moins de 3% de la mobilité mondiale, elles sont systématisées et mises en scène autour de ces visions classiques du naufrage, de la traversée maritime, des traductions politiques autour des petits poissons et des gros poissons, des mises en scène qui combinent ces différents univers, l'univers du plaisir, de la nage, de la plage, du loisir, et l'univers de la tech. Là, c'est une organisation de valorisation des nouvelles technologies dans le sud de la France qui s'appelle Le Grand Bain. Il faut le vouloir. Ça, c'est par rapport au plaisir, mais aussi à la culture. C'est une radio suisse sur l'eau. J'ai parlé de Jevons et Menger tout à l'heure, la bouteille d'eau qui change de valeur selon que l'on est à côté d'une source ou en plein désert. Ça, c'est des acteurs qui sont capables de transformer l'eau de source en or, hein, en réinventant l'eau, c'est Volvic. Ça, c'est toute la métaphore de l'hydroponie pour la production de marijuana. Ça, c'est un producteur de Washington DC. Ça, c'est des représentations très classiques, hein, des sinistres liés à l'eau, des catastrophes maritimes. Et puis, puisque c'est aujourd'hui, et c'est grâce à Hélène que je vous propose ça, sur cette trickle-down effect, you expect me to give you a handout. The sweet are on the roof. If you are lucky, some will trickle down. Bullcrap Authority. Je vous remercie.